J'y vais? Ça va? Il y a du son. Bonjour, je vais vous parler de clavier aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens dont le boulot implique d'utiliser un clavier tous les jours dans la salle? On va. C'est tout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu mal aux articulations, aux doigts, aux poignets après avoir utilisé un clavier dans la salle? Ouais, quand même, ouais, 5-10%. Je vais vous parler de clavier mécanique, ergonomique. Je m'appelle Benjamin Legrand, je suis tech lead chez OnePoint à Nantes et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur le hashtag, le handle Benji Legnard, principalement sur Twitter. Je commençais par une petite histoire, on est en novembre 2021, je fais une petite soirée alcoolisée dans le centre-ville de Nantes. Je rentre chez moi avec mes clés, mes papiers, ma tête, tout va bien. Par contre je me réveille le lendemain, je peux plus bouger le bras droit. Je me suis endormi dessus, je me suis coincé un nerf. Et ça me fait super mal de bouger le bras droit. Donc prendre la souris, déplacer mon bras pour passer sur le clavier, c'est compliqué. Donc je me mets à ne faire qu'utiliser mon clavier. Je récupère l'usage de mon bras en 1-2 mois. Et puis j'avais des collègues qui parlaient de vie, mais je commence à tout faire avec le clavier et puis arrivent d'autres problèmes. Pourquoi je vous raconte ça? Ça c'est gratuit, c'est petite citation, être valide c'est temporaire et puis on vieillit tous. Euh, un jour on meurt et puis on peut se faire mal, on peut perdre l'usage de ses membres. Donc voilà, moi j'utilise mon clavier, c'est pas forcément uniquement mon clavier, c'est pas très confortable et puis je vois passer ce truc là sur les réseaux sociaux, des gens qui sont c'est trop bien, il y a une hype autour du Moonlander, ce modèle c'est le Moonlander. Et je fais ok super, par contre il coûte cher ce truc là, ça coûte 350 $, option de base, parce que si vous en rajoutez ça coûte plus. Donc bon je garde ça dans un petit coin de ma tête et puis je m'intéresse à pourquoi, je regarde pourquoi c'est intéressant et les alternatives aussi à ce truc là. Donc je vais vous parler dans ce talk, c'est quoi un clavier. Je vais vous parler spécifiquement des split keyboards, des claviers scindés en deux parties. Comment programmer son clavier et puis un petit retour d'expérience de mes propres builds de construction. Donc allons-y dans le terrier du lapin blanc. Je vais commencer par un peu d'histoire parce qu'on a un héritage dans le monde des claviers et dans le sens un héritage lourd à porter. Il n'y a pas eu beaucoup de révolutions énormes, donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire exhaustif comme la keynote de ce matin. Je vais passer presque 2 siècles en 3 minutes, c'est parti. Ça c'est quand on pense clavier qui envoie une lettre, c'est la première tentative, c'était pour faire du Morse, le télégraphe. Donc on a souvent l'image de Lucky Luke, du gars qui appuyait comme ça, en fait ça a été très vite mécanisé. Et vous pouvez noter qu'on avait repris le clavier d'un piano, parce qu'on connaissait ce qu'était le clavier d'un piano. Les premières machines à écrire, donc ça c'est le premier brevet en 1868 qui a été déposé. Me demandez pas comment ça marche, mais ça devait être les premières choses où on mettait une feuille de papier, un petit bras qui vient taper. Là aussi, clavier de piano. Quand on pense machine à écrire, c'est plutôt ce genre de modèle-là qu'on a en tête. Donc là, c'est fin du 19e. Il y a eu plein d'évolutions. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de la machine à écrire. Ce qu'il faut noter, c'est que de cette époque-là, on garde la disposition des touches en décalé. Parce que une rangée devait passer entre les rangées du haut pour que le bras mécanique tape bien. Donc on a gardé ça. Je vous mets une deuxième image parce que je les aime beaucoup. Et de cette époque, on a aussi gardé le fait de une touche peut avoir plusieurs caractères à partir du moment où on fait une combinaison avec Shift, typiquement. Là, il y a même 3 caractères. Si je fais un saut dans le temps encore plus loin, premier début de l'informatique, on avait ce qui s'appelle le téléscripteur, où là, pareil, on a repris la disposition des touches d'une machine à écrire, et puis on avait le double intérêt de ces machines-là, qu'elles envoyaient un signal électrique à des gros supercomputers qui faisaient la taille d'une pièce, et puis d'avoir un petit retour à côté sur le papier pour voir qu'est-ce qu'on avait saisi comme texte, quoi. Ça s'appelle un télétype. Si vous faites un peu d'Unix, ça doit vous parler. L'abréviation.
Un autre modèle dans les années 70-80 que j'ai pris, il est notable celui-là parce que c'est le premier qui a fait un clavier avec les touches AJKL qui correspondent à des flèches de navigation. C'est resté encore aujourd'hui dans plein d'utilitaires en ligne de commande, dont Vim. Si je vais encore plus loin dans le temps, les années 90-2000, on a ces claviers-là, claviers à membrane, qui ont été généralisés. C'est très peu cher à fabriquer. Par contre, vous avez un problème, vous jetez tout d'un bloc parce que voilà, c'est pas réparable en soi. Et début des années 2000, on est revenu avec des claviers orientés gamer, et donc avec des switches mécaniques à l'intérieur. Donc on va voir pourquoi c'est bien. Il y a quoi comme modèle de clavier quand on veut faire son clavier mécanique? Celui que vous connaissez de base, c'est le layout à 100%, on dit 100%, voilà, il y a 101, 103 touches, un pavé numérique à droite, une ligne de fonction, bon, vous le connaissez tous. Puis si on veut réduire les choses, on fait sauter le pavé numérique. Donc ça c'est un 80%, ou 10 qui laisse, il y a le pavé numérique en moins. Puis on peut réduire encore en enlevant la touche fonction, la rangée des touches fonctions. Et puis on peut encore réduire en enlevant les chiffres. Là du coup pour accéder à ces touches fonctions ou à ces chiffres, on va rajouter des touches qui vont vous permettre d'accéder à ces anciennes touches sur une couche. Beaucoup de couches. Puis on peut les scinder, les couper en deux. Là il y a encore moins de touches. On peut encore enlever une rangée, là il n'y en a plus que 3. Ça c'est le modèle Korn. Et celui d'avant c'était le Lily 58 que j'aime beaucoup, et qui est ici si vous voulez voir après. Le Korn, et puis lui il a à noter sur ces claviers là, on a les 3 touches en bas, c'est le cluster de pouces. Donc vous allez beaucoup plus utiliser vos pouces pour activer des couches. Là typiquement la grosse touche à gauche c'est espace et la grosse touche à droite c'est entrée. Et puis vous allez retrouver aux extrémités contrôle, alt, tab, etc. On peut aussi les enlever, ces touches modificatrices. Et du coup, comment ça marche? Donc ça c'est le Fifi, on n'a plus que 34 touches celui-là. On peut encore on peut encore en enlever jusqu'à 32. Et puis on peut aussi faire des claviers qui sont pas plats. Donc ça a des avantages pour bien suivre la forme de vos doigts. Et puis on fait du développement, parce qu'on a besoin d'autre chose que ça. C'est une blague. Et donc moi je découvre ça, je découvre ce site qui présente un paquet de modèles et de plans et de toute une communauté qui fabrique ces claviers mécaniques, ces claviers scindés. Et chose incroyable, tous les plans sont sur GitHub, sont open source. Donc il y a des gens qui font des dérivés de versions, et si vous voulez fabriquer vous-même, il faut suivre le guide. Et donc il y en a un paquet, si vous voulez choisir parmi tous ces modèles, il y a de quoi faire. Le site est sur Aposymbiot, bref. Tous les liens sont cliquables, je vous partage les slides après si vous voulez. Donc les split keyboards c'est bien, ça fait partie des claviers ergonomiques, donc il va falloir qu'on parle un peu d'ergonomie. Une bonne définition, une ergonomie c'est quoi? C'est adapter, on va parler des interfaces, c'est l'autre définition, hein, les IHM, mais surtout ça va être adapter nos outils à nos besoins. Donc typiquement pour un clavier, il faut que ça soit le plus proche du fonctionnement de nos mains, de nos doigts. Par contre, quand on parle d'ergonomie du poste de travail, on va vous dire ok, bien aligné, un bon fauteuil, écran à hauteur des yeux, puis très peu de conseils sur le clavier en fait. On va pas vraiment de recommandations à part mettre vos poignets droits. Pourquoi c'est important l'ergonomie? Parce que côté santé, il y a les troubles musculo-squelettiques qui sont en augmentation constante. C'est le mal du siècle, on va dire, et puis ça touche entre autres les poignets, les doigts. Les TMS, c'est causé par quoi? C'est causé par des contraintes
qu'on impose à notre corps des contraintes pas naturelles, des mouvements pas naturels, répétitifs, typiquement taper sur un clavier. Source amélie.fr. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir améliorer l'ergonomie d'un clavier? Déjà, on va se débarrasser du décalage. Le décalage qui vient des machines à écrire. Il a plus d'intérêt avec des claviers qui envoient du message électronique. Il n'y a plus de bras mécaniques. Donc on met nos touches alignées verticalement. Là, on est sur une grille. Ça, c'est le modèle Planck. Et c'est ce qu'on appelle des claviers ortholinéaires. Donc tout aligné, ça a l'avantage qu'en fait, si vous voulez passer d'une rangée à l'autre, c'est tout droit. Il n'y a pas de décalage, vous ne faites pas des petits V comme ça. On va pouvoir décaler les touches, mais là, plutôt sur la verticale que l'horizontale, pour suivre naturellement nos doigts. On n'est pas des machines, hein, c'est pas tout droit. Donc on va suivre un peu la disposition des doigts. Retrouver la grappe de pouce qui va faire que on est beaucoup plus actif avec nos pouces. Pourquoi on va vouloir couper un clavier en deux parties? C'est toujours pareil, c'est que on a deux mains, on a des épaules, et ça va surtout permettre de se positionner d'une manière très naturelle sur les épaules. C'est-à-dire que, conseil qu'on donne, tords pas tes poignets, ok super, je tords pas mes poignets, mais ça veut dire que je vais être comme ça sur un clavier standard. Donc ça, vas-y, il faut que tu travailles comme ça, mais avec un clavier plat, c'est pas possible, on est forcément tordu. Donc couper le clavier, ça va permettre d'être vraiment relâché, ça change la vie au niveau de la position des épaules, c'est trop bien. Pour être efficace avec un clavier, il va y avoir le principe de la home row. Donc ça, c'est là où vous allez reposer vos doigts au repos. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez sur les touches F et J souvent un petit relief qui vous permet de savoir où vous êtes et pouvoir taper à l'aveugle quand on est très bon. Et donc ce principe de home row, il fait que plus un caractère va être proche de la ligne principale, plus il va être facile à taper. Si vous allez chercher les chiffres, il faut faire des déplacements plus importants. En suivant ce principe, donc le QWERTY aussi c'est un truc qu'on a gardé des machines à écrire, et en suivant ce principe on va mettre les lettres les plus utilisées sur la rangée principale, on a eu des dispositions de touches, telles que Dvorak, qui vont vous dire, en langue anglaise, en tout cas Dvorak c'était ça, ces caractères-là, les caractères les plus utilisés, je les mets sur ma rangée principale. En français, on a le BEPO, sur le même principe, où on va retrouver les lettres les plus utilisées au centre. Je ne fais pas un talk sur les dispositions de clavier, il y a aussi du Colmac, il y a plein de trucs. Je ne conseille pas forcément de changer complètement la disposition parce qu'on est habitué à AZERTY, à QWERTY si vous en faites, et c'est très dur de changer. Maintenant, AZERTY, quand même, pour faire du développement, moi je fais du dev, on va utiliser des caractères, les accolades, les crochets, les choses. Ça m'oblige à faire des combinaisons, souvent avec AltGr en plus, donc aller chercher AltGr, puis faire les petits doigts en haut. C'est très vite pénible, donc pour du dev, bof quoi. Donc sur ces claviers ergonomiques, on va utiliser des couches. Les couches, c'est quoi? Les layers. Vous les utilisez déjà, typiquement la couche Shift vous permet de passer d'un caractère minuscule à un caractère majuscule. Pareil pour Alt, Fn pour retrouver les touches fonctions qu'on a supprimées sur ces petits claviers. Et en plus de ça, on va avoir deux touches qui vont me permettre d'activer des couches qui vont être élevées ou abaissées. Donc ça fonctionne comment? Là, si je prends un corne, je vais avoir mes lettres, ok, et puis en bas, je vais avoir MO1 et MO2 qui vont me permettre d'activer des couches avec mes pouces. Donc si je veux activer la première couche, j'appuie sur, c'était la touche du milieu à gauche, et là je vais retrouver ma rangée de chiffres, des lettres, des touches fléchées qui, si vous faites attention, c'est sur HJKL. Et puis pareil, de l'autre côté, je vais pouvoir activer une troisième couche, où là, je vais avoir mes caractères spéciaux sur la rangée principale.
À noter que ça, j'ai pris les keymaps, hein, ça s'appelle une keymap par défaut. Mais en fait, vous pouvez réorganiser complètement les choses, surtout de manière un peu plus logique. Là, vous retrouvez tous les caractères spéciaux sur la première rangée qui sont les mêmes que sur un clavier QWERTY. Quand vous faites Shift sur un clavier QWERTY, vous avez ça. Et si j'active la première couche, puis la deuxième couche, et que je relâche, je vais avoir accès à une troisième couche un peu plus. Là où moi j'ai mis toutes mes touches médias, genre suivant, précédent, page up, page down, des trucs qu'on n'utilise pas forcément trop souvent. Ça a quoi comme avantage? Ça, ben, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a peu de mouvement des doigts. On a un accès qui est facilité aux caractères spéciaux, et puis surtout, vous allez pouvoir personnaliser les caractères, l'emplacement des choses à votre bon vouloir, à votre goût. Et puis si vous faites par exemple du Lisp, bah, vous pouvez vous faire des keymaps custom. Donc voilà, moi je découvre ça, je découvre comment ça marche un peu sur GitHub, il y a des super explications. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore, je vois, et puis bah, comment ça marche un clavier électroniquement. Électroniquement, c'est une matrice d'interrupteurs. Donc pour chaque touche, vous allez avoir un petit interrupteur, un switch, et puis on va les organiser, les relier en rangée et en colonne, avec des diodes qui vont permettre de faire passer le courant dans un seul sens. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va le brancher derrière un microcontrôleur, et puis si on ne met pas de diode, en fait, on va avoir besoin d'un microcontrôleur qui a autant d'entrées que de touches, ce qui n'est pas très efficace. Du coup, on organise ça en matrice. Électroniquement, c'est pas compliqué, le courant il passe pas. Il n'y a pas de trucs très avancés, on peut, mais de base, ça se fait. Par contre, évidemment, alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, ça peut piquer un petit peu quand on ne connaît pas l'électronique. Là, ce qu'il faut noter, c'est que ma matrice de switch, elle est en haut à droite. J'ai mon gros clavier, mon gros microcontrôleur à gauche, des petits connecteurs parce qu'il faut connecter les deux parties. Et toute la grosse partie en bas à droite, c'est des LED pour faire de la lumière. Donc si vous voulez vous simplifier la vie, bah, ne prenez pas de LED. Quand on veut fabriquer son clavier en kit, souvent, c'est composé de quoi? Un clavier, on va avoir tous nos interrupteurs qui vont être posés sur une plaque, la plaque du dessus. En dessous, au milieu, vous avez un PCB, donc le circuit imprimé, c'est là-dessus que vos switches vont être soudés. Des espaceurs, les stand-off, et une plaque du dessous avec des bumps pour pas que ça bouge trop. La partie la plus intéressante et importante, ça va être le circuit imprimé. C'est lui qui va connecter votre microcontrôleur à droite avec tous vos interrupteurs. Celui-là est notable, c'est toujours le corne. Il est notable parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul circuit imprimé qui fait la partie gauche et la partie droite. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer plusieurs fois cette chose-là, le retourner, et ça a été fait assez intelligemment, symétriquement, pour que vous n'ayez pas un circuit gauche, un circuit droite, c'est les mêmes. D'où le petit décalage et les doubles picots là, pour les microcontrôleurs. Ça, c'est fait avec KiCad, qui est un logiciel open source de conception de circuits imprimés. Et tous les plans, encore une fois, sont sur GitHub, c'est ça qui est fou. Donc on commande ça en kit, on reçoit en mode circuit imprimé, des interrupteurs, en haut à droite les microcontrôleurs. Toute la rangée qui ressemble à une bobine de fil, là c'est des LED pour faire de la lumière, encore une fois. Et derrière, vous avez des diodes pour faire passer le courant dans un seul sens. Le cerveau de votre clavier, c'est celui qui va recevoir les impulsions, envoyer du courant et puis pouvoir détecter quelle touche a été pressée et envoyer à l'ordinateur le fait que je suis un clavier déjà. C'est un microcontrôleur. Donc il y en a plusieurs sortes. Ça c'est un Pro Micro. Ça se programme avec un firmware, ça se flash et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. A noter que si vous voulez faire des claviers Bluetooth sans fil, c'est des microcontrôleurs particuliers qui supportent le Bluetooth du coup.
Et puis Bluetooth, qui dit Bluetooth dit batterie. Batterie, il faut la changer. Bref, je recommande pas le Bluetooth, mais faites ce que vous voulez. Sur ce microcontrôleur là aussi, il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est qu'on peut mettre des petits écrans OLED sur lesquels vous pouvez afficher soit le logo de votre boîte si vous êtes un peu corporate, soit quelle couche typiquement est activée, est-ce que vos touches modifieurs, contrôle, alt, etc. sont là. Il y a des gens qui font des trucs de foufou avec des animations, des compteurs de mots par minute, etc. Et aussi sur le circuit imprimé, je vous en ai parlé, les diodes, ça se voit pas trop, mais là c'est une photo vraiment zoomée, ça fait 3 mm, 3-4 mm de côté. C'est très très pénible à souder. Et donc par-dessus ça, on va mettre des switches et des keycaps. C'est les deux parties suivantes. Les switches, les interrupteurs, comme je vous ai dit, soit le courant passe, soit ça passe pas. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, il y a ceux qui font du bruit, il y a ceux qui en font pas. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des grandes familles qui vont en fait dépendre de la mécanique interne de l'interrupteur. Vous avez un linéaire, ça va vraiment descendre, ça fait une courbe, hein, plus vous appuyez, il n'y a pas de souci. Tactile, vous allez avoir un petit bump, donc il va falloir forcer un petit peu plus à un moment. Donc au niveau de la courbe, ça fait un truc qui est comme ça, puis bref. Vous avez des courbes de force quand vous allez sur les sites des fabricants de Switch. Et clicky, là vous avez vraiment un mécanisme qui s'enclenche, qui va faire clac-clac, et c'est ceux-là qui font du bruit souvent et qui font que les utilisateurs de claviers mécaniques dans les open space, ils n'aiment pas trop. Bref. Au-delà de ces trois grandes familles, vous avez aussi la taille du switch. Donc à gauche vous avez un high profile, hein, c'est les plus courants. Et vous avez eu récemment, pas récemment, dans les 15 dernières années aussi, des switches plus bas qui du coup vont faire en sorte que si vous mettez des dessus de touches par-dessus, il faut faire attention. Pour celui de gauche, vous pouvez mettre des grosses, celui de droite, faut des plus petites. Et au niveau du connecteur entre le switch et la keycaps, donc entre l'interrupteur et la dessus de touche, vous allez aussi avoir des différences de format. Donc à gauche c'est MX, c'est un des plus répandus, et à droite c'est le choc, et du coup pareil, vos dessus de touche vont pas avoir la même encoche, donc il faut faire attention. Au niveau des dessus de touche, c'est vraiment ce qui va être visible hein, sur votre clavier, ce que vous allez regarder. À savoir que moi quand je me suis lancé là-dedans, j'ai pas fait gaffe, je commande un truc, puis ça arrive, mais en fait il y a des profils. Il y a différents profils quand vous achetez un keyset, un jeu de dessus de touche. Donc là vous avez les rangées, la rangée du haut sur les profils de base, souvent OEM c'est un des plus répandus. Vous voyez que les touches sont incurvées, donc plus vous êtes en haut, plus c'est incurvé vers le haut, et puis en bas inversement. Le truc c'est que si vous voulez tester des nouvelles dispositions, et typiquement souvent les jeux de touches ils sont en QWERTY. Moi je voulais les remettre en AZERTY, avec des touches qui par rangée sont pas alignées pareil, c'est un peu problématique. Du coup pour ces claviers ortholinéaires, il y a des profils qui sont plus adaptés, typiquement ceux de droite, XDA, DSA, qui font que toutes vos touches sont pareilles, et vous pouvez les interdéplacer comme vous voulez. Il y a différents profils par fabricant aussi. Donc là c'est plutôt de l'historique. Selon les fabricants d'ordinateurs, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes incurvations. Et ça s'est pas forcément standardisé non plus. Il y a différentes tailles de dessus de touche. Si vous n'avez pas un clavier ortholinéaire, toutes les touches sont pareilles, sont de la même taille, une unité. Vous avez aussi sur les gros claviers, vous pouvez avoir de 1.25, la barre d'espace c'est 6,25 fois, ou voire 7 ou 8. Et puis du coup, pareil, il faut faire attention aux tailles.
généralement sur les PCB, sur les circuits imprimés, c'est des 1U ou 1,5, ce qui ne sont pas forcément trouvables dans des jeux de touches complets, quoi. Les jeux de touches, c'est en plastique. Je ne suis pas chimiste, mais il y en a deux principaux, l'ABS, je vous épargne la prononciation, et le PBT. Le PBT, c'est un des plus répandus. L'ABS, c'est un peu le plastique qui jaunit, un peu beige, là, dont faisaient les vieux PC. Et le PBT est censé être le mieux. Du coup, bon, j'ai tout mon matériel, tout ce qui peut se mettre sur un clavier. Je me suis lancé, boum, mon premier build. Je suis content. Niveau budget, ça m'a coûté. Alors, il y a des sites de vente en kit hein, qui vous vendent ça comme ça. En mettant pas mal de bons composants dessus. Donc, typiquement, j'ai deux écrans OLED. Ça m'a coûté dans les 215 euros sans les dessus de touche. Là, il y avait juste des switches et tous les composants électroniques. Puis sur la construction, vu que j'étais un peu en manque d'attention à l'époque, j'ai fait ça en stream. C'était sur Twitch, suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne. C'était rigolo, on devait être 5 viewers, hein, c'était pas non plus la folie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut faire de la soudure. On va prendre nos switches, il vous faut un fer à souder, on met nos petites pattes dans le circuit imprimé, on fait fondre de l'étain, et c'est simple. Il vous faut un fer à souder. Moi, je vais garder celui que j'avais en électronique au lycée, qui datait des années 2000. Il vous faut un fer à souder un petit peu précis, notamment pour les diodes. Et puis, bah, ça, alors, ça va de 15 à 60 euros. Ça, c'est un petit investissement, mais toujours bon à avoir ça dans sa boîte à outils. Toujours sur le fer à souder, attention, c'est chaud. On ne touche pas la partie chaude. Aussi, ventilation, l'étain, ça fait des trucs chimiques et tout. Puis selon le type de soudure, ça peut être plus ou moins pénible. Donc typiquement pour les diodes traversantes, on appelle ça traversante, bah vous mettez la pâte mécanique, c'est plutôt pas mal. Et puis il y a des composants dont j'ai oublié le nom, qui vont être posés dessus. Et là du coup faut d'abord déposer un peu d'étain, souder une pâte, chauffer, puis c'est très pénible à souder. Moi, les LED, toujours pareil, sont souvent comme ça. Pour la soudure, pensez aussi, petite erreur que j'ai faite, je lis le guide, il fait ouais, bah, plier les pattes des diodes pour pas que ça tombe, quoi. Faut relever les pattes quand vous les soudez, sinon ça colle, ça fait des gros pâtés. Du coup, j'avais fait ça en stream, j'avais fait deux streams de 3 à 3 heures, donc 5-6 heures. Je faisais pas que de la soudure, que de l'assemblage. Et puis, bah voilà, il y a quelques moments après, je dis quand même, c'est un bon passe-temps, hein, 5-6 heures de montage par clavier. J'en ai fini mon modèle. Et là, c'est l'erreur de base que j'avais faite. Typiquement, ça se voit pas trop, mais les keycaps sont incurvés. Bref. Comment on fait maintenant? Alors c'est presque fini parce que maintenant bah, on va pouvoir programmer son clavier. On a mis notre microcontrôleur, on va pouvoir le flasher. Et flasher, ça veut dire qu'on va mettre un logiciel dans le microcontrôleur qui va électroniquement savoir à partir du moment de quelle touche est pressée, qu'est-ce que j'envoie à l'ordinateur. Un des plus répandus dans le hobby, c'est QMK. Il est fait un peu en Python, je crois, en C, c'est du C de base hein, qu'on met dedans. Et c'est ça qui va vous permettre de personnaliser vos keymaps, donc quel caractère est sur quelle touche. Il y en a d'autres, ZMK qui est un peu plus moderne et orienté Bluetooth, VIA qui est basé sur QMK mais qui a une interface un peu plus sympa. Les keymaps, c'est ce que vous allez programmer du coup. Là, c'est le site de QMK, config.qmk.fm, je crois. Comment ça se passe? Bah, en fait, vous choisissez votre modèle. Là, c'est le Lily 58. Et puis, vous avez toutes les touches, tous les caractères possibles qui peuvent être envoyés. Et
et vous avez plus qu'à faire typiquement du drag and drop, hein. Je prends les choses, voilà, je les mets là. Bon, là ça n'a aucun sens, mais si je veux repasser un QWERTY en AZERTY niveau de disposition, je fais un truc à peu près comme ça, et puis à peu près comme ça. Voilà. Et derrière, ce que ça fait, ça, c'est que ça vous permet d'exporter un fichier JSON, que je ne vais pas vous le télécharger là, mais je peux vous le montrer dans mon slide suivant. C'est un gros fichier JSON dans lequel vous allez avoir des codes de caractères et des tableaux, une entrée dans le tableau par couche. Donc c'est encore un peu petit, mais si vous pouvez retrouver aussi la disposition à peu près symétrique d'un clavier scindé. Et vous allez avoir, vous allez retrouver les codes MO1, MO2 en haut là pour passer sur les couches suivantes. Et on va pouvoir aussi avoir des fonctions sur chaque touche pour vraiment programmer son clavier et faire ce qu'on veut. Il y a quoi comme fonction? Vous allez pouvoir, donc MO1, MO2, que je vous disais, vous allez pouvoir activer une couche temporairement. Ça veut dire qu'il faut faire la combinaison MO plus le caractère qui est sur cette couche pour avoir le caractère. Vous allez pouvoir activer une couche, pas momentanément, et du coup vous passez dans ce mode-là sans avoir besoin de faire de combinaison. Ça peut être pratique si vous voulez tester les dispositions que je vous ai présentées au début, Colmac, Dvorak, etc. Vous pouvez garder une disposition AZERTY et puis les activer à côté. Et DF, ça va vous permettre de dire cette touche-là, cette couche-là, c'est ma couche par défaut. Ça, c'est pour les fonctions pour changer de couche. Pardon. On peut aussi faire du combinatoire, c'est-à-dire que sur une touche, vous allez dire, là en gros je fais un Shift X et c'est un X majuscule du coup. J'ai perdu ma souris. Pareil, CTRL, ça vous fait un CTRL X mais avec une seule pression. Et vous allez retrouver, donc ça c'est les 4 modifieurs principaux. Shift, CTRL, Alt, GUI c'est la touche Windows ou Super ou OS selon le système d'opération que vous avez. Et pour faire un peu plus avancé, on peut aussi, donc là, on peut aussi avoir le mode tap. Ça veut dire que une touche, quand vous la laissez appuyer, ça va être Shift, CTRL, Alt, GUI par exemple. Et quand vous la tapez rapidement, ça va être X. Donc ça, c'est ça qui nous permet de ne pas avoir de touches modificatrices sur les claviers et d'avoir des claviers tout petits, parce qu'en fait, c'est vos touches de lettres qui, si vous restez appuyé, vont faire les modifieurs. Du coup, ce que j'ai construit pour l'instant, le Lily 58, qui est un modèle très bien pour l'entrée de gamme. Il y a toujours une rangée de chiffres. Je l'aime beaucoup. Le dernier, c'est le Korn que j'ai fait. Et donc, encore une fois, tout est sur GitHub. Vous pouvez aller télécharger les PCB. Il y a des SVG pour faire les plaques du dessous, du dessus. Voilà. Et le prochain que je veux monter, c'est celui-là, le Ferris. Et là, on va retrouver les touches modifieurs. Typiquement, si j'ai le point virgule sur la droite, là, si je tape, ça me fait un point virgule. Si je reste appuyé, ça me fait un shift. Et au-dessus, LT1, LT2, tout ça, ça change de couche. Donc ce clavier-là, il a ma couche par défaut, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça a 8 couches. C'est un autre délire d'utiliser ces claviers-là, mais ça vaut le coup, je pense. Ça n'a pas été simple, toute cette construction. J'ai quand même un peu galéré à apprendre et à utiliser. Le premier truc, c'est que j'écris en français. Le layout par défaut, c'est QWERTY, donc c'est pas forcément compris. Et puis ça sert à rien de vouloir faire de l'AZERTY avec des claviers ergonomiques. Je vous ai bien montré au début que bon. Donc ça n'existe pas en QWERTY. Ma solution, ça a été d'utiliser un layout US international, où là vous allez les retrouver avec une touche modifieur Alt droite, Alt GR, pardon,
tous les caractères spéciaux européens qui nous intéressent, y compris le OE là, de cœur, et surtout les touches mortes pour faire les accents. Donc ça fonctionne un peu comme l'accent circonflexe sur l'AZERTY, c'est déjà ça, c'est vous faites l'accent, puis si vous mettez un O derrière, ça vous fait un O accent circonflexe. Il y a pareil pour les accents aigus, accents graves, ce qui permet d'être plutôt efficace. Et puis dans la logique, en fait, c'est toujours je veux faire un accent plus ma lettre accentuée derrière. Ça nécessite quand même de mettre, ce qui n'est pas dans les layouts par défaut, de se mettre une touche modifieur Alt droite sur vos claviers. Deuxième souci, c'est que le temps d'apprendre à utiliser ces claviers-là, fallait que je passe d'AZERTY en QWERTY. Faut que votre système d'exploitation comprenne que le layout que vous avez, c'est celui-là. Donc vous pouvez programmer au sens électronique, mais il faut aussi que côté système, ils comprennent que vous avez un clavier qui dit ok, je suis en QWERTY et pas AZERTY. La solution, c'est de configurer votre système d'exploitation. C'est faisable sur tous, de lui dire j'ai plusieurs layouts de clavier disponibles et on a des raccourcis pour passer de l'un à l'autre qui sont généralement les mêmes selon les layouts, ce qui est plutôt pas mal. Une des choses qui a été compliquée quand même, c'est d'apprendre à changer ses habitudes quand on tape sur le même clavier depuis longtemps. Moi, rien que le fait d'avoir les deux parties, j'avais envie d'aller taper typiquement sur des touches qui sont à gauche avec la main droite. Ça, c'est plus possible. Il faut apprendre que non, les lettres sont d'un côté, de l'autre, et retrouver une mémoire musculaire, ce qui peut être un peu frustrant. Donc moi, ça m'a bien mis 2 semaines vraiment à me forcer à l'utiliser tous les jours. Un peu pénible de réapprendre, de faire des erreurs, bon. Après on se corrige, on avance et puis ça va. Faut apprendre à réapprendre. C'est pas facile des fois quand on est dans ses convictions de non, c'est comme ça. Mais c'est de plus en plus facile. Vraiment, plus ça va, plus c'est bien. Ce que j'ai appris surtout avec ces claviers-là, c'est qu'en fait je savais pas utiliser un clavier. Je savais pas taper réellement, faire de la dactylographie. On est développeur et développeuse, en fait on est d'abord dactylographe. D'abord on saisit du texte et après on fait du code. Donc ça c'est quand vous avez des cours de dactylographie, chose qui a pu en France depuis les années 90, ça a été dans les programmes scolaires à un moment. Vous gardez bien certaines touches pour vos doigts, typiquement les index. Mon index droit va faire tout ce qui est bleu au milieu, mon index gauche va faire tout ce qui est vert, et on essaye de bien garder un doigt par touche et de ne pas switcher. Ça, j'ai mis 6 mois à reprendre un usage parce que à la base, typiquement, mon key type pour s'entraîner, je suis à 13 mots par minute. C'était la vitesse quand je l'ai construit, la semaine où je l'ai construit réellement. Et utiliser un clavier scindé ne suffit pas forcément à être efficace et vraiment réapprendre la dactylographie. Alors il y a plein de sites en ligne qui vous donnent des petits exercices où vous allez avoir des lettres à taper. C'est très stupide, genre taper 4 fois JK avec index, mais ça va vous permettre de réapprendre à vos muscles où sont les touches et que votre cerveau n'est plus à réfléchir sur où sont les lettres. Monkey Type c'est vachement bien parce que déjà vous pouvez avoir des courbes au fil du temps, donc pour se motiver un peu, se dire ok j'ai progressé, j'ai une progression. Vous pouvez aussi changer, donc là je suis dans 50 mots sur du code JavaScript, vous pouvez choisir du texte en anglais, du texte en français, du code en Python, avec de la ponctuation, avec des chiffres, c'est assez rigolo et puis c'est un peu gamification quoi. Je joue et j'apprends et je réapprends. Un autre conseil que je peux vous donner si vous le lancez, c'est de se faire des feuilles de triche. Donc là ça avait le double intérêt que sur la feuille que je pose sur mon clavier, du coup je peux plus utiliser l'ancien clavier. Donc je suis obligé de me forcer à utiliser mon nouveau clavier. Et puis, vous ne voyez pas trop, mais sur la feuille, il y a mes keymaps, il y a où sont les touches, ce qui me permet de ne pas être bloqué.
Il y a énormément de ressources en ligne. Comme je vous ai dit sur GitHub, il y a des communautés aussi. Et puis comme souvent pour les communautés de niche, elles sont sur Reddit. Une des plus incroyables, c'est Ergomech Keyboard, où il y a plein de gens qui fabriquent leur clavier, mais vraiment de A à Z, hein. Moi j'ai acheté des kits, mais des gens qui font de l'impression 3D, qui conçoivent leur PCB, qui les impriment, etc. Et qui partagent leurs photos et leurs retours d'expérience, et c'est génial. OLKB est un petit peu plus orienté programmation du firmware, mais c'est pareil. Il y a des Discord aussi, des Discord de fabricants qui sont très intéressants quand on commence à s'y intéresser. Au niveau des fabricants, il y en a pas mal. Moi, je recommande le premier, SplitKB, qui est un gars aux Pays-Bas, donc c'est en Europe, frais de port réduits, etc. Mais il y a pas mal de boutiques, donc selon ce que vous voulez comme matériel, ça peut vous intéresser ou pas. Je suis pas sponsor. Voilà. Quelques derniers petits conseils. Moi, ce qui m'a aussi pas mal changé la vie avec ces claviers-là, c'est d'utiliser les Vimmotion. C'est vraiment d'éditer du texte sans utiliser sa souris. Tous les gros IDE, on va dire, ont des plugins pour avoir les key bindings de Vim, donc typiquement HJKL pour se déplacer, mais il y en a plein d'autres pour être efficace sans souris. Évidemment, mieux. Bon, je recommande pas trop non plus, c'est aussi un gros changement, un gros investissement, donc faites pas tout à la fois. Un autre conseil que je peux donner, quand même, c'est aussi de débrancher vos souris, d'apprendre à utiliser que votre clavier. C'est un gain d'efficacité, et puis peut-être que du coup, sans souris, vous testerez aussi un peu vos sites pour qu'ils soient accessibles. Voilà. Autre conseil, du coup, bah, pareil dans la suite, c'est vraiment apprendre les raccourcis de ces applications, pouvoir être efficace sans aller chercher sa souris, même si en fait, bon, moi j'avais eu le problème de santé au début, mais on devient super efficace parce qu'il n'y a plus de mouvement latéral à faire. Donc, et au-dessus des applications, aussi sur le système d'exploitation. Donc ça, c'est plus orienté Linux. Il y en a des alternatives pour Windows et MacOS, mais je ne les connais pas. Un gestionnaire de fenêtres en carrelage, ça va vous permettre de, bah, pareil, de ne pas utiliser votre souris pour déplacer les fenêtres. Vous avez des raccourcis pour changer de focus sur telle fenêtre, pour les redimensionner, et tout se fait au clavier. Et encore une fois, Monkey Type, c'était trop bien. Bah, je vais en avoir fini. Je vous remercie d'être venu m'écouter parler de ces claviers ergonomiques. J'espère vous avoir donné envie de fabriquer le vôtre aussi. Tenez, c'est bien. Merci. 1, 2. Bon. Juste avant, il y a un portefeuille qui a été perdu. C'est pour Monsieur Perrol. Personne ici? Il faudra lui dire que c'est en G03, donc demander à quelqu'un du staff. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Question bête, mais tu fais comment avec tes collègues s'ils ont besoin de venir taper sur ton PC? Alors je suis tech lead, du coup c'est plutôt dans l'autre sens. C'est moi qui vais sur leur PC pour taper. Ah, okay. Mais non, en fait j'ai toujours le portable, donc pareil. En fait, c'est une question que j'ai aussi souvent, c'est t'oublies pas de comment utiliser un clavier standard. Ça reste, tu peux passer de l'un à l'autre sans souci. Oui, parce que ça marche aussi dans l'autre sens en fait. Voilà. Est-ce que tu arrives encore à utiliser les ouais, anciens, maintenant j'ai un peu plus de mal pour bah, du coup toutes les touches spéciales. C'est tellement plus facile avec ça que bon, je mets un petit temps, mais rien de très handicapant, quoi. Merci. Bonjour, merci. Est-ce que avant de te lancer sur la construction d'un clavier splitté, est-ce que tu as eu l'occasion de le tester et de savoir si ça finalement tu allais l'utiliser ou tu t'es lancé directement? J'y suis allé la tête la première comme un con, quoi. Okay. Vraiment. Et donc, du coup, vraiment, je suis resté 3-4 mois à que ça me reste dans la tête en mode ouais, j'en achète un ou pas, je le fais moi-même. Et puis à un moment, j'ai trouvé le site, j'ai fait bah allez, je commande, je le construis et non. Si vous voulez tester, d'ailleurs, j'ai ramené des petits modèles là, parce que c'est souvent des frustrations des gens. Donc, merci.
Et ben merci. Merci Donc à là, vous. vous avez une pause et elles reprennent à 11h30, je crois, les prochaines conférences.